Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon dernier 101% avant les vacances. Oui, parce que vous allez partir en vacances. Alors, c'est un 101% avec plein de choses à l'intérieur. Il y a la critique du jeu Dungeon Twister, indécis sur le Doctor Who, le jeu de rôle. C'est une spéciale Doctor Who en ce moment. La rubrique smartphone, auto. Et on commence avec les news. Mais attention, dans son 101%, vu que ça vous avait bien fait rire quand je m'étais fait traîner sur de la moquette, j'ai décidé de faire le top 4 de mes grosses looses dans ma vie. Voilà. Mais on regarde les news. Battlefield Heroes, le free-to-play online, développé par Digital Illusions, désormais plus connu sous le nom de DICE et distribué par Electronic Arts, fête en ce moment ses 3 ans. Ce jeu de tir à la 3e personne dans un style très cartoon a rassemblé au cours des années une communauté de 12 millions de joueurs. Pour cet anniversaire, EA a lancé du nouveau contenu, dont la carte Forteresse en folie et des t-shirts gratuits pour vos braves petits soldats. Le jeu a aussi revu son système de mission pour permettre aux joueurs d'engranger davantage de points d'expérience. Orgarizon est un jeu intrigant avec un concept propre à éveiller la curiosité. Il s'agit d'un croisement entre un rhythm game et un jeu de stratégie. Le principe repose sur un système triangulaire d'affrontement entre différents éléments, la terre, l'eau et le feu. À cela s'ajoutent la lumière et les ténèbres. Le gameplay devrait reposer sur des bases simples, l'éditeur expliquant qu'il n'y aura que 4 commandes à utiliser durant le jeu. Évidemment, c'est le sens du rythme du joueur qui fera la différence. Derrière ce titre insolite, on retrouve le studio Nailo, fondé par Hirai Tak, lead programmeur de Shenmue qui a aussi participé à Space Channel 5 et Meteos, excusez du peu. En plus des 12 niveaux que devrait offrir le jeu, c'est plus d'une centaine de musiques supplémentaires, créées par les utilisateurs, qui devraient être disponibles au téléchargement en bonus. La sortie au Japon est prévue sur PS Vita cet été, le 9 août. La nouvelle extension de Dungeons & Dragons Online, rajoutant quêtes et objets, est disponible depuis la semaine dernière. Ce free-to-play est développé par le studio Turbine, à qui l'on doit aussi la version online du Seigneur des Anneaux. La menace de l'Underdark, la nouvelle extension payante, elle, est proposée en 2 versions. L'édition de base rassemble l'extension, 3 packs d'aventures des royaumes oubliés, un tome d'apprentissage inférieur et la possibilité d'accéder aux destinées épiques. Il s'agit de puissants rôles supplémentaires en plus de votre classe principale, disponible à partir du niveau 21. L'édition standard, elle, nettement plus chère, rajoute la classe de druide, le pack de défis d'Evening Star et plusieurs autres bonus. L'histoire se concentrera principalement sur des mondes souterrains et la déesse Los, vénérée par les elfes noirs. On commence le top 4 avec la 4e position. Je suis parti en vacances en Espagne avec mon pote Yo. Ça fait quand même quelques années maintenant, mais bon, peut-être bien 8 ans. On était partis en Espagne tous les deux et tout machin. On était partis en train. Et on était partis de la gare de Valence, parce qu'en Ardèche, il faut savoir qu'il n'y a pas de gare. Hein. Si on veut prendre un train en Ardèche, on est obligé d'aller dans une région à côté. Il n'y a pas de train en Ardèche, quoi. Ou alors un petit train, mais c'est un train touristique. On part de la gare de Valence, donc, en train, et on va jusqu'à je ne sais pas quelle ville en Espagne, mais c'était près de Barcelone, quoi. Voilà. On passe nos vacances et tout, et après, on repart. Le problème, c'est que ni Yo, ni moi ne savons parler espagnol. Hein. Et on arrive à la gare, et on était un petit peu paumés, c'était le matin, et tout ça, machin, et on savait pas quel train on devait prendre. Et mon pote Yo, lui, il était pour demander à des gens de la gare. Et moi, j'ai voulu un petit peu commander, j'ai fait non, mais t'inquiète pas, on va trouver tout ça, machin. Et à un moment, il y a un train qui s'arrête en gare, et ça dit Valencia, Valencia. Et donc j'ai fait c'est ce train-là. Il me dit moi, je suis pas sûr. Je fais si. Et on est rentré dans ce train. Et donc, Valencia, c'est une ville qui est dans le sud de l'Espagne, complètement à l'opposé de là où on allait. Et on s'en est rendu compte au bout d'1 heure de train. Ce qui fait que on a eu une amende. Ce qui fait que on a dû s'arrêter dans une gare au milieu de nulle part en Espagne, mais il n'y avait rien. On entendait juste un chien au fond qui faisait... Mais je vous jure, vraiment, j'avais l'impression d'être dans le désert. On a réussi à reprendre un autre train. On a eu 8 heures de train pour rentrer. Et pendant les 8 heures de train, Yo était tellement vénère qu'il ne m'a pas adressé la parole.
pendant 8 heures. Voilà. On regarde la critique de jeu Dungeon Twister. Dungeon Twister est un jeu de plateau paru en 2004 et que l'on doit à Christophe Bouélinger, un créateur français particulièrement prolifique dans le domaine des jeux de société en général. Malgré son mélange des genres plutôt surprenant, ce titre a rencontré un vif succès qui s'est rapidement étendu au-delà de nos frontières. L'intelligence et la profondeur de son concept ont très vite poussé à l'organisation de nombreuses compétitions à travers le monde, et une ligue officielle a même vu le jour pour promouvoir et coordonner le tout. Pour que la réussite soit totale, il ne manquait donc plus qu'un passage réussi par la case jeux vidéo. Et c'est ce sur quoi nous allons statuer dès à présent. Dungeon Twister ne compte pas d'histoire à proprement parler. Disons qu'il s'inscrit plutôt dans un contexte qui est celui de deux équipes qui se retrouvent enfermées dans un donjon et qui vont devoir s'affronter pour en sortir. Ici, il ne faudra donc pas s'attendre à une quelconque narration, ni même à un mode campagne. La base du concept repose sur une opposition entre deux joueurs, et la clé de la victoire réside avant tout dans la réflexion, à la manière d'un jeu d'échecs par exemple. La seule chose de notable dans le background de Dungeon Twister est son univers Heroic Fantasy, mis en image par Wayne Reynolds, bien connu des amateurs de jeux de rôle et de comics, et par Thierry Masson, illustrateur sur d'autres jeux de plateau. Dungeon Twister reprend à la lettre l'idée de base du jeu de plateau éponyme et oppose donc deux équipes devant fuir un donjon. La règle est toute bête. Pour l'emporter, elles devront accumuler suffisamment de points de victoire. Ces derniers s'obtiennent soit en terrassant un adversaire, soit en parvenant à faire évader un soldat en rejoignant l'autre bout de la carte. Naturellement, les 8 membres qui composent une formation sont tous différents par leurs caractéristiques de force et de déplacement, mais aussi par leurs capacités spéciales. Comme son nom l'indique, la passe-muraille peut traverser un mur. La voleuse peut ouvrir et fermer les herses, mais aussi franchir les fosses sans avoir à user d'un saut. Le magicien survole les ennemis qui lui barrent la route et peut envoyer une très efficace boule de feu. Le gobelin apporte 2 points de victoire au lieu d'un s'il parvient à fuir. Tandis que le méchant orc peut, contrairement aux autres, faire tourner les salles du donjon dans le sens qu'il arrange et non en fonction de la flèche du mécanisme de rotation. Car oui, le twister du titre signifie bien qu'il est possible de faire pivoter les salles du donjon. Utilisée à bon escient, cette possibilité permet de chambouler les plans de la pièce que l'on fait tourner, ce qui fermera un passage à l'ennemi ou bien ouvrira un boulevard vers la sortie. Plutôt malin, ce système ne nous cantonne pas à la seule salle dans laquelle on se trouve, puisqu'il faut savoir que ces dernières sont rangées par couleur et présentées obligatoirement par paire. En étant sur le mécanisme de rotation d'une salle bleue par exemple, il est donc parfaitement possible de faire pivoter la seconde salle bleue. Dungeon Twister est d'autant plus stratégique que le déroulement d'une partie se fait au tour par tour, et que ces derniers sont limités par un nombre de points d'action. Chaque déplacement et chaque action coûte un point, si bien qu'il est primordial de bien réfléchir avant d'agir. Certes, avant le trépas, un personnage n'est que blessé et peut être encore soigné par le prêtre ou bien porté en lieu sûr. Mais une erreur de jugement peut très vite avoir des conséquences désastreuses. L'utilisation hasardeuse des cartes de combat qui boostent la caractéristique de force le temps d'un affrontement peut ainsi être doublement sanctionnée en cas de défaite. En plus d'un blessé ou d'un mort, on perdra alors potentiellement un atout décisif, car il faut savoir que les cartes de combat sont à usage unique. Contrairement à un jeu de rôle où la part de hasard est permanente en raison de la disparité des decks, ici les deux participants partent sur un parfait pied d'égalité. Que ce soit les cartes de points d'action que l'on tire avant chaque tour ou celles de combat donc, toutes sont parfaitement identiques et présentent les mêmes proportions. Dungeon Twister demande donc un sens de la réflexion assez aigu, qui nous oblige à prendre en considération la totalité des armes mises à notre disposition pour espérer remporter la victoire. On pense bien évidemment à la possibilité de cerner un adversaire pour cumuler les points d'attaque, à l'utilisation des items, mais aussi à leur répartition et celle de nos personnages sur la map. Car dernière petite subtilité, le plan du donjon n'est pas connu en début de partie. Aussi, avant de débuter, chaque camp doit cacher dans les différentes salles 4 de ses membres ainsi que ses 6 items.
Chaque salle devra donc être révélée en plaçant un des autres personnages sur une case adjacente et en utilisant l'action correspondante. Si cette salle contient un de nos équipiers, il faudra alors le placer sur le damier. Nos objets, eux, sont répartis par l'adversaire. Une bonne couche de stratégie supplémentaire en somme et qui fait de Dungeon Twister un vrai jeu de réflexion, bien plus qu'un jeu de rôle contrairement aux apparences. Avec son excellent tutoriel et son respect du matériau d'origine, cette déclinaison vidéoludique de Dungeon Twister est un vrai bon investissement. Premièrement, parce que le concept est à la fois intuitif et profond. Ensuite, car les débutants pourront y trouver une IA et différents challenges pour s'exercer. Et enfin, parce que des parties en ligne sont présentes pour pouvoir mesurer ses capacités de stratège. On regrettera simplement l'austérité de l'ensemble et des choix de couleurs pas toujours heureux pour la bonne visibilité du plateau. Les puristes, quant à eux, regretteront certainement le fait qu'il ne s'agit là que de l'édition de base du jeu. Pour retrouver toutes les extensions déjà parues à ce jour, et donc les nombreux autres personnages et items auxquels ils sont habitués, il faudra attendre un éventuel DLC, voire une véritable suite, ce qui ne les incitera probablement pas à mettre la main à la poche. Alors, on est toujours dans le top de mes looses. Alors, ce coup-là, c'est ma cicatrice d'épaule. Alors, peut-être des gens ont vu L'Œil ici, je ne sais pas. L'Œil, c'était un film qu'on avait fait à l'époque pour Cartoonist, avec une case en moins. Et à la fin, dans le bêtisier, on voyait que je tombais à l'arrière, et je me blessais. Après, on voyait une cicatrice dégueulasse avec des points de suture et tout ça, machin. Alors, ça, c'était pas vrai. C'est-à-dire que je m'étais pas blessé sur le tournage. On l'a juste rajouté pour faire croire aux gens qu'il s'était passé un truc sur le tournage. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est une blague dans nos têtes, on trouvait ça drôle. Et donc, en fait, je me suis blessé. Alors, je vous montre la cicatrice parce qu'elle n'a toujours pas disparu en 10 ans. Voilà. Donc, cette cicatrice, je me la suis fait, c'est un accident de travail. À l'époque où j'étais fonctionnaire dans une mairie, j'étais graphiste. Hein, donc, j'étais graphiste. Et à l'époque, je lisais Spawn. Spawn venait de sortir et je kiffais Spawn avant que ça devienne pas bien. Je kiffais grave. Et un jour, je trouvais ça rigolo d'ouvrir les portes en donnant des coups de pied dedans et en faisant knock knock. C'était mon truc, quoi. Parce que Spawn, il faisait ça, il avait des grosses mitraillettes, il faisait knock knock. Et un jour, je vais pour rentrer dans mon bureau. Et mon bureau avait une porte. Je sais pas si vous voyez ces portes qu'on a des fois dans les cuisines. C'est-à-dire que c'est en bois, il y a un cadre en bois, et c'est en verre à l'intérieur. Voilà. Donc moi, je donne un coup de pied dans la porte, et je fais knock knock, comme ça pour faire rire mon collègue de travail. Le problème, c'est que la porte s'ouvre entièrement, et il y avait un coin de table. D'accord ? Et la vitre rentre dans le coin de table. La vitre explose. D'accord ? Mais, vu que la vitre était rentrée dans des petits morceaux de bois sur les côtés, vous voyez, la vitre explose, mais pas le haut de la vitre. Et le haut de la vitre se coupe comme ça. Vous voyez ? Comme une sorte de petite guillotine. La porte revient sur moi, avec la force que j'avais donnée. Ça a fait... C'est revenu comme ça. Et moi, mon épaule est rentrée à l'intérieur du cadre de la porte. Et là, le haut du verre est tombé. Vous voyez ? Comme une guillotine. Et ça a fait... Et le truc a fait... Et c'est explosé par terre. Moi, j'ai rien senti. J'étais à la mairie, j'étais pendant mon temps de travail, je flippais de me faire engueuler, je venais d'exploser une porte avec un coup de pied dedans, et je vois plein de gens qui commencent à arriver à sortir des bureaux, parce que ça avait fait un bruit hallucinant, et je regardais partout en disant... Et là, je voyais les gens qui me regardaient et qui faisaient... Comme ça, et moi, je comprenais pas. Et après, quand j'ai vu, j'avais un t-shirt blanc, que tout le t-shirt blanc était rouge, de là à là, et là, je me suis dit... Sauvé, ils vont pas m'engueuler. Et je suis allé à l'hôpital et j'ai eu 10 points de suture, je crois. Voilà, c'était mon accident du travail. Et maintenant, mon ordinateur s'est éteint, donc je ne sais pas ce qu'on regarde. Attendez. On regarde un des 6 sur Doctor Who, le jeu de rôle. Si vous organisez une soirée jeu de rôle de Doctor Who, Monsieur Pirou, peut-être que je viendrai. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Pour ce dernier épisode de 1 des 6 de la saison, nous allons vous parler d'un jeu de rôle qui pour l'instant n'est disponible qu'en anglais. Et pour cause, comment faire plus british que Doctor Who. Publié par Cubicle 7, Adventures in Time and Space succède à des jeux plus anciens comme Time Lord
et permet de recréer l'univers de la série avec des feuilles, des crayons, des dés et une bonne dose d'imagination. Petite note en passant, l'édition 11e Docteur du jeu n'est pour l'instant disponible qu'en PDF. C'est pourquoi il n'y a pas d'exemplaire de la boîte sur la table. Venus de la planète Gallifrey, les Seigneurs du Temps sont un peuple avancé possédant la maîtrise du voyage spatio-temporel. Mais tous disparurent au cours de la Grande Guerre temporelle. Enfin, presque tous. Un dernier Seigneur du Temps continue de parcourir le continuum espace-temps, embarquant parfois des humains jeunes et moins jeunes à bord de sa machine temporelle, le TARDIS ayant l'apparence d'une cabine de téléphone bleu. Ce Seigneur du Temps, c'est le Docteur. Capable de se régénérer et de changer d'apparence, le Docteur en est à sa 11e incarnation, mais continue de défendre la Terre de diverses menaces extraterrestres. Car l'univers est vaste et peuplé de créatures aussi fascinantes que dangereuses. Daleks, Cybermen, Siluriens, Sontarans, Anges pleureurs, Vashta Nerada ou encore Silence. Mais embarquer avec le Docteur, c'est aussi partir pour des aventures sans limite, sur n'importe quelle planète, à n'importe quelle époque. Alors sortez votre tournevis sonique, ajustez votre nœud papillon, car les nœuds papillons sont cool, coiffez-vous d'un fez et préparez-vous, car le temps est venu. Plusieurs options sont proposées dans Adventures in Time and Space. Le cas de figure le plus classique sera de jouer le Docteur et ses compagnons humains. Il peut s'agir de personnages de la série ou bien de nouveaux compagnons créés de toutes pièces par les joueurs. Il est également possible de jouer sans Docteur en choisissant par exemple d'incarner des agents temporels ou des membres des organisations gouvernementales UNIT ou Torchwood, voire même des robots ou des aliens pour changer. Adventures in Time and Space repose sur un principe simple. Lorsqu'un personnage veut effectuer une action, il va additionner un score d'attribut, le score de la compétence utilisée et le résultat du jet de 2 dés à 6 faces. La somme de cette addition va ensuite être comparée à la difficulté de la tâche effectuée. Si la somme est égale ou supérieure à la difficulté, c'est une réussite. Une particularité du jeu est que les personnages possèdent un certain nombre de points d'histoire qu'ils pourront dépenser lorsqu'ils auront besoin d'un petit coup de pouce, par exemple s'ils ont besoin d'un indice ou de réussir à tout prix un jet de dés. Ils pourront ensuite regagner des points d'histoire en récompense pour des actions mémorables ou la bonne interprétation de leur personnage. Une autre caractéristique d'Adventures in Time and Space, et peut-être la plus représentative de l'esprit Doctor Who, est la manière dont est calculée l'initiative lors des combats. Souvent il s'agit de calculs compliqués pour savoir qui joue en premier. Dans ce jeu c'est très simple. Ceux qui veulent parler agissent en premier, puis ceux qui veulent s'enfuir, puis ceux qui veulent effectuer une action ou utiliser un objet, et en dernier les paltoqués qui vraiment veulent se battre. Avec ses règles fun et ingénieuses et 50 ans de Doctor Who en guise de background, Adventures in Time and Space est parvenu à proposer le jeu de rôle Doctor Who ultime. C'est un jeu léger, drôle, pas prise de tête et bon esprit. Une vraie belle adaptation de série télévisée en jeu de rôle qui ne se contente pas d'en retranscrire l'univers mais parvient à en saisir l'essence. Le jeu se présente comme une boîte contenant divers cahiers de règles, fiches de personnages et autres cartes de gadgets en tout genre. Bref, on jurait que cette boîte bleue est plus grande à l'intérieur. Quant à moi, je vous dis à la saison prochaine, et d'ici là, Geronimo! Ah voilà, on arrive dans les deux... voilà, il reste plus que 2 looses. J'ai beaucoup hésité, celle-là je l'aime beaucoup. L'autre est un peu moins drôle, mais l'autre elle est plus classe parce que je me suis vraiment fait avoir. Donc, j'aime bien faire du roller, voilà. Et il y a quelques années de ça, dans les années 90, on va dire, 97, 98, je kiffais grave le roller et je kiffais grave avoir des jeans troués. Vous savez, un petit peu ouverts et tout ça, machin, ça faisait grunge quoi. Et donc, là où j'étais en Ardèche, à Annonay, on n'avait pas de rampe de skate, on n'avait pas de rampe. Voilà. Et il fallait faire 40 minutes de bagnole pour trouver une rampe. Donc je dis à mes copains, allez cet après-midi, on prend nos rollers et on va essayer une rampe pour la première fois de notre vie. Ok. Donc je bourre la bagnole, on était 5 dans ma R11, et on part. Voilà. On arrive, au bout de 40 minutes de trajet, devant cette rampe. Et moi je dis, je vais être le premier à y aller et tout. Je monte en haut de la rampe, et quand je suis en haut de la rampe, bon, je commence à me dire, ah ouais, quand même, c'est un peu haut. Alors par contre, j'aurais dû me poser d'autres questions. Par exemple, moi, j'aime bien faire du roller, mais je suis pas super pro, donc je garde le frein à l'arrière du roller. Vous savez, les inline. Et en fait, quand on fait de la rampe, les gens, ils enlèvent le frein. Parce que quand on saute, bah les rollers,
et des fois ils sont comme ça. Donc si t'as un frein, ça touche et tu tombes. Et ben je le savais pas avant de le faire. Voilà. Donc je suis en haut de ma rampe, j'ai mon jeans troué ouvert là et puis ouvert au niveau des fesses aussi pour que ma copine elle puisse me toucher les fesses. Et je me jette. Le frein touche, mes pieds partent en avant, je tombe en arrière, je tombe assis sur le truc, je frotte, je glisse tout le truc comme ça sur le cul. Ah, je me relève et je leur dis « C'est bon, j'ai rien !» Et à ce moment-là, en fait, mon jean avait tellement des trous de partout que, comment expliquer, les trous de devant et les trous de derrière s'étaient unifiés. Et donc quand je me suis levé, le bas de mon pantalon est tombé. C'est-à-dire que j'avais les jambes à l'air, j'avais, vous savez, comme des chaussettes en jean, voilà. Et le milieu de mon pantalon, la couture du centre, avait pété, en fait. Et donc je me retrouvais en jupe en jean, à 40 bornes de chez moi, devant mes potes. Et là, j'ai fait que ça et je leur ai fait « Bon, ben, on rentre ?» Et on est tous rentrés chez moi pour que je puisse aller mettre un pantalon. Voilà. On va regarder la rubrique smartphone. Disponible depuis 2011 sur les plateformes iOS, le jeu d'aventure point and click Les Chevaliers de Baphomet est désormais téléchargeable sur la boutique en ligne Google Play pour environ 3 €. Jouable sur les smartphones mais aussi les tablettes Android, c'est la version Director's Cut qui est proposée, soit celle qui débute un jour avant la version originale. On trouvera aussi du contenu bonus comme une version digitale du comics Collector dessiné par l'immense Dave Gibbons, responsable des illustrations de Watchmen, mais aussi des graphismes du jeu d'aventure Beneath a Steel Sky, sorti en 1994 par Evolution Software. Les joueurs sous Android pourront également profiter des graphismes dans une résolution supérieure à celle proposée sur iOS. On rappellera que ce classique du point and click, sorti en 1996 sur PC et PlayStation 1, mettait en scène la journaliste française Nicole Collard et le touriste américain George Tobar, qui survit à un mystérieux attentat ravageant un café parisien. Visuellement magnifique, avec des graphismes et des animations très proches d'un dessin animé, Les Chevaliers de Baphomet est un immense classique à découvrir ou redécouvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du jeu, on vous invite à regarder la critique de la version Director's Cut sur No Life Online. Le jeu de plateforme puzzle Feeble Flick and Roll, inspiré de Marble Madness et réalisé par Crytek, le studio derrière la saga Crysis, vient de bénéficier d'un update. Du coup, votre petite troupe de minuscules extraterrestres, dirigée par Feeble, fait demi-tour pour récupérer l'un de leurs amis, Clonk, oublié dans le jardin. Ce nouvel environnement propose 8 niveaux supplémentaires ainsi que 9 niveaux cachés situés dans les pièces déjà explorées de la maison. Crytek a également ajouté des skins que l'on pourra débloquer en terminant certains niveaux et la possibilité de poster ses scores sur divers réseaux sociaux. Enfin, grâce à l'iCloud, il sera désormais possible de sauvegarder sa partie en ligne. Le jeune studio français indé Dogbox, situé à Toulouse, vient tout juste de sortir Chicken Doom sur les plateformes iOS. En attendant leur prochain et superbe Holy Shield, réalisé avec le moteur 3D Unity, c'est un jeu très cartoon qu'ils nous proposent à base de poulets extraterrestres voleurs de maïs. Le joueur incarne au choix Biggie ou Biguette, des créatures humanoïdes à l'allure de primates qui tenteront de défendre leur planète derrière un canon, juché sur une colline située au fond de l'écran. Plusieurs zones placées à divers endroits de la planète devront être défendues, l'objectif étant de stopper les vagues de poulets en les écrasant à l'aide de vos petits doigts. S'ils parviennent néanmoins à grimper la colline pour atteindre votre tour, ils commenceront à la détruire, ce qui vous fera perdre un cœur, puis deux, jusqu'au game over.
Il sera possible de réaliser des combos en éliminant le même type de poulet 4 fois de suite. Ce faisant, on déclenche une séquence massacre à la Fruit Ninja où il faudra non pas découper un fruit en gros plans comme un sauvage, mais bien enchaîner un pauvre poulet jusqu'à ce qu'il explose. Pour gagner, il convient de résister à un nombre de vagues déterminé pour ensuite débloquer des pouvoirs supplémentaires, le niveau de difficulté supérieur ainsi que divers succès et objets de customisation. La durée de vie de Chicken Doom est donc assez conséquente, d'autant plus que le jeu propose un mode coop permettant à 2 joueurs de partager l'écran. Chaque zone affiche un environnement différent et des éléments de décor particuliers comme des arbres gênant la vision du joueur. Rapidement, des UFO géants viendront larguer du poulet à proximité de votre colline et la taille de ces appareils viendra également perturber votre champ de vision. Assez original et plutôt addictif, Chicken Doom souffre malheureusement d'une direction artistique pas super folichonne et surtout d'un feedback joueur imparfait. Il n'est ainsi pas toujours évident de savoir si on a bien touché un poulet, surtout que ces derniers nécessitent rapidement plusieurs coups avant d'exploser dans un petit nuage de plumes. Il y a quelques années, j'ai gagné un voyage à Los Angeles pour un concours télé. Et on est parti visiter Los Angeles on avait 4 jours. Et on était sur Hollywood Boulevard. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à Hollywood Boulevard, la journée, c'est cool. La nuit, faut pas trop traîner non plus. Mais nous, on était dans un hôtel et tout, machin, je sais pas combien d'étoiles, sur Hollywood Boulevard, trop la classe. Et il y avait, vous savez, ces magasins qu'on voit souvent dans les séries américaines où les méchants ils viennent revendre des bijoux, des machins comme ça. Voilà. Et moi je trouvais ça trop cool d'aller dans ces magasins-là. Et sur le Boulevard, il y avait un magasin comme ça. J'y vais. Et là, je vois des cartouches de jeux Game Boy. Et je me dis, j'ai 13 heures d'avion, il y a des cartouches de jeux à 15$ le jeu Game Boy, c'est trop pas cher. Je vais me prendre un jeu. Et là, je me prends Pokémon, le jeu de cartes. Vous savez, je me suis dit comme ça va me durer longtemps, j'aurai tout le retour en avion pour pouvoir jouer. Et là, on arrive près du vendeur, j'arrive avec ma cartouche et tout ça, machin. Et vous savez, quand on paye aux États-Unis, ils n'ont pas de lecteur de puce de carte. On peut payer en carte bleue, mais en fait, c'est un sabot, il passe comme ça et on doit signer. Voilà, on doit signer un truc. Et au moment où on arrive près du vendeur, le vendeur, il nous fait « Mais vous êtes français !» Je fais « Bah ouais. Ah, Paris !» Alors à l'époque, j'habitais pas du tout Paris. Je fais « Non, pas du tout. » Et là, il nous regarde, il fait « Lyon ?» Je fais « Oui, on est près de Lyon. » Et le mec nous parle de Lyon, quoi. Je fais « Putain, c'est trop bien. Il connaît Lyon et tout ça, machin. » Il fait ma carte bleue, je signe. Allez, au revoir les Français, au revoir. Je m'en vais dans la rue et tout, j'ai mon jeu. Et là, je sais pas pourquoi, quand même, je regarde la note que je venais de signer. Et je vois que le jeu Pokémon Game Boy que je viens d'acheter m'a coûté $150. Et je me dis, mais c'est une erreur. Et je retourne dans le magasin. Et à ce moment-là, les 2 vendeurs étaient de dos et ne parlaient plus français. Et au moment où j'ai dit, excusez-moi, mais non, s'il vous plaît, écoutez-moi, là, vous êtes trompé, changez le prix. Et j'ai juste eu un. Et donc, j'ai payé un jeu Game Boy $150. Voilà, on regarde auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier retour de la saison. Je vous ai présenté les derniers artistes qui seront à Japan Expo et je vais commencer l'émission en vous annonçant que le groupe Talo & Gilo, qui était en concert à Japan Expo l'année dernière, sera en concert en France le 28 juillet au festival Guitare en scène sur la scène Village à 18h45. Et le festival Guitare en scène, en fait, c'est juste à côté de Genève. Concrètement, c'est toujours en France, mais c'est vraiment pas très loin et c'est pas très loin d'Annecy non plus. Le premier groupe que je vais vous présenter dans l'émission est Anni Policino. Le groupe s'est formé en 2006, il est composé de Shindy au chant, Takuma à la guitare, de Yoichi qui chante et joue de la guitare,
Masatoshi à la basse et Kiyozumi à la batterie. Musicalement, ils sont très inspirés par X-Japan, Laruku, Pay Money to My Pain, Marilyn Manson et même Evanescence. Après de nombreux concerts qui les feront connaître un petit peu, ils sortent en 2009 leur premier mini-album Fahrenheit 31. En 2010, Only Policino se lance dans sa première tournée européenne avec 7 pays différents visités et pas moins de 10 dates en France. Ils sortent Londo, leur premier maxi-single, en juin 2011. Ensuite viendra Devilish Eyes et enfin Game of Love. Leur premier album sort en France avant même le Japon, il s'agit de Beautiful Life, sorti chez nous en mai 2012. Leur premier album à sortir au Japon s'appelle Transformer et ne contient que 5 chansons de Beautiful Life. Transformer qui sortira en août au Japon est quand même bien rempli avec ses 12 pistes malgré l'absence de Londo. Je vous en avais parlé dans les concerts de Otto, mais Only Policino est actuellement en pleine tournée européenne et cette fois-ci il y a 8 dates en France, dont le samedi 7 juillet à Japan Expo. Ce sera à 16h30 dans la salle du JO Lifehouse. On enchaîne avec le seul artiste de hip-hop de l'événement, Virgo aka Hammer. Avec lui, tout tourne autour de Hammer. J'en suis arrivée donc à la conclusion que c'était son pseudo de base. Il a créé en 2010 Golden Hammer Production, à travers quoi il produit des artistes comme Tubaka, The Something Dive, et se produit lui aussi en tant qu'artiste sous le nom de Virgo aka Hammer. Mais attention, il y a aussi des chansons qui signent du nom de Hammer aka Virgo. Vous l'aurez compris, c'est un grand producteur, mais en tant qu'artiste, il est pas mal non plus. C'est en 2011 qu'il sort son premier album sous le nom de Virgo aka Hammer, Kishuryu Ritan Jokan, qui veut dire l'histoire du Seigneur Vagabond, volume 1. Il raconte l'histoire de Momotaro dans une version réarrangée dans un style de hip-hop nippon. Le 9 juillet 2012 sortira d'ailleurs la suite de cet album, Kishuryu Ritan Gekan, l'histoire du Seigneur Vagabond, dernier volume. Et justement, le clip New Dog City que nous diffusons sur nos lives est disponible sur le channel officiel de Hammer. Et rien que pour les Français, il a mis en ligne une version traduite en français sur son channel Golden Hammer Pro. N'hésitez pas à y jeter un œil. Le 26 juin, une fête a été organisée à Tokyo pour sa venue à Japan Expo. C'était la Virgo aka Hammer in Japan Expo Pre-Patch Live. Récemment, il était aussi en tournage pour son nouveau clip Enken to Gijo, et peut-être l'aurons-nous pour la rentrée. En tout cas, à Japan Expo, sans aucun doute, il sera en concert le dimanche 8 juillet dans la salle du JO Lifehouse à 16h30. La dernière artiste présentée sera la digne représentante du style Harajuku. Je parle bien sûr de Kyary Pamyu Pamyu. Le vrai nom de scène de Kyary est Caroline Charon-Prop Kyary Pamyu Pamyu. Et ouais, il y a Caroline dedans et quand je l'ai appris en fait ça m'a rendu trop fière. Et donc notre chère Kyary a débuté sa carrière de mannequin en 2009 en posant pour des magazines de Aomo Jike, donc des magazines qui parlent de la mode de Harajuku. Et à l'époque elle n'avait que 16 ans. Elle a débuté dans le fameux magazine Ikera, puis en 2010 elle a fait la une du magazine HR. En mars 2010 elle sort un premier single numérique chez Avex, Miracle Orange, sous le nom de juste Kyary. Un single qui ne restera pas dans les annales. En 2011, elle commence à se diversifier en produisant des fossiles au style complètement Harajuku. Forte d'une grande popularité qui ne cesse de croître, peu de temps après, elle sort une sélection de remixes de titres Ghibli. Cet album est d'ailleurs disponible en dématérialisé en France par Bishi Bishi. Mais ses vrais débuts dans la musique commencent en mai quand elle signe chez Warner Music. En juillet, elle sort Pom Pom Pom, son premier single en numérique à sortir dans 23 pays. Le single est produit par le célèbre Nakata Yasutaka, qui s'occupe aussi de Perfume, de Meg et de Capsule. Ce single a un énorme succès sur le net avec plusieurs millions de vues pour le clip. Arrivée au mois d'août, elle sort son premier mini-album Moshi Moshi Harajuku qui se place 18e au Top Oricon. Certains l'auront remarqué, Kyary a une véritable tête de poupée et pourtant, ça ne l'empêche pas de faire les pires grimaces pour amuser la galerie. Et elle en fait beaucoup sur son blog qui lui aussi a beaucoup de succès, elle est toujours dans le top 100 des blogs les plus visités. En 2012, elle débute la présentation d'une partie de l'émission Japanimotion et nous fait découvrir de superbes boutiques à Harajuku. En janvier, elle sort son premier single physique, Tsukema Tsukeru, où cette fois-ci, elle nous parle de fossiles. Le single se classe 7ème dans les charts et Tsukema Tsukeru est la chanson qu'on entend dans les pubs pour Mameshi Pamyu Pamyu. En avril, elle sort son deuxième maxi-single, Candy Candy, qui rentre une fois de plus dans le top 10 des charts.
popularité de Kelly en tant que chanteuse se confirme de plus en plus, surtout avec la sortie de son premier full album, Pamyu Pamyu Revolution, sorti en mai 2012. Cet album se classe deuxième du Top Oricon, rien que ça. Le tout est une fois de plus produit par Nakata Yasutaka, qui a un véritable don pour faire des tubes. Le premier concert de Kelly en France, ce sera à Japan Expo le samedi 7 juillet dans le JE Lifehouse à 17h30. Elle donnera également un petit showcase lors du défilé Harajuku Kawaii le dimanche 8 à 15h15 sur la scène principale. Et n'oubliez pas qu'elle participera aussi au show No Life Japan Emotion qui aura lieu le samedi à 15h30 sur la scène Japan Expo. Ça y est, c'est la fin de la dernière mission de la saison. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur le live juste après les J-Top. Et cette semaine, vous aurez un véritable déluge de nouveautés. Je vais vous en citer que quelques-uns parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Il y aura par exemple Meg avec le clip entièrement en animé Tough Boy. C'est sa reprise du générique Ken le Survivant. Et comme cette chanson était pleinement ancrée dans les années 80-90, le clip reprend les thèmes de tous ces héros de dessins animés que les gens de ma génération ont connu. Et comme on est en été, on s'est dit qu'on allait vous mettre un petit peu dans l'ambiance avec Esperanza de Nishino Kana qui sent bon le coucher de soleil sur la peau et les cheveux ruisselants de Saul. En mode plus grand soleil et fun avec ses amis, il y a Ito Yuna en featuring avec Mikuro du groupe Deftech et leur clip Mahaloha. On aura aussi des clips d'artistes présents à Japan Expo cette année comme Lodo Sanka, le clip des Momokuro Z où elles sont en mode salaryman et qu'elles dorment dans le métro Tokyo Heat. C'est trop bien. Bien sûr, il y aura le clip du HP pour lequel vous avez voté sur le sondage sur le forum de No Life et j'ai déjà une petite idée de ce que ça pourrait être, mais je peux pas vous le dire évidemment parce que je trouve que je me serais trompée. Et enfin, l'été c'est aussi beaucoup de douceur, alors on va se quitter sur du Yui avec ma chanson phare du karaoké. Voilà, ce 101% est terminé, c'est même mon dernier 101% pour cette saison de No Life. Donc j'ai envie de vous dire merci de regarder No Life, merci de regarder 101%, merci de nous suivre, merci de me suivre, voilà. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances, un bon Japan Expo, puisqu'on est quasiment plein dedans là. Et puis je vous dis à bientôt, bonnes vacances.